Je reviens quand même sur ce côté passion, etc. Et tu viens de le dire d'ailleurs, c'est une opportunité incroyable pour un photographe, c'est-à-dire le sujet dont tout le monde se fout, tu sais que personne ne va te l'acheter, mais toi, t'es convaincu, ça t'éclate, c'est ta passion, c'est ton dada, tu fais ça depuis des années. Je dis n'importe quoi, ça peut être de la macro-photographie, j'ai aucune idée, ou des matières, peu importe, mais si ça a du sens, c'est vraiment une opportunité unique en fait de se faire plaisir et de dire je fais mon livre et je vais le montrer, je vais l'envoyer, peut-être c'est une chance parce qu'après des gens vont le voir et vont se dire ah waouh, tiens lui il fait ça ou elle fait ça. Moi je crois beaucoup à ça, donc c'est quand même c'est aussi une façon de se positionner le livre. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser, à vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Jean-Yves Bardin, photographe du collectif DR et également auteur et éditeur de beaux livres photos. Dans cet épisode, il nous parlera de son parcours de photographe et d'éditeur et plus particulièrement d'auto-édition. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant ou en laissant un commentaire, une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Jean-Yves et vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Yves, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Fred, je m'appelle Jean-Yves Bardin, je suis photographe et j'ai d'abord démarré en fait moi par un parcours classique d'études d'art graphique. Ensuite, j'ai travaillé en agence de communication comme graphiste et directeur artistique, souvent avec des photographes d'ailleurs, donc j'étais au début un petit peu assistant. Et puis de fil en aiguille, j'ai aussi réalisé des photos. On faisait à l'époque souvent des plaquettes, des choses comme ça, mais également des livres pour des entreprises et des collectivités. Donc ça permettait évidemment de mettre toutes les compétences que j'avais en œuvre, à savoir mise en page, graphisme, typographie, photo, etc. Et puis déjà, maquette, préparer les fichiers pour l'impression, etc. Donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis après, je me suis mis à mon compte en freelance, artiste-auteur. Et j'ai commencé à faire mes propres publications à partir de 2011 et j'ai publié un premier livre qui s'appelait Vigneron d'Anjou, qui a bien marché, qui a gagné un prix en Chine au Gourmand Awards, qui est un prix international organisé par Monsieur Cointreau, qui récompense les meilleurs livres de gastronomie, boissons, etc. dans le monde entier. Alors justement, on va parler un peu d'édition, d'auto-édition, parce que c'est un sujet passionnant et tu es une des rares personnes qui est allée au bout de la démarche en faisant un peu tout toi-même. Tu l'as dit, tu as un background de graphiste et déjà dans quelle mesure ça t'a aidé cette partie-là et dans ta pratique de la photo et puis du photojournalisme maintenant ? Eh bien, c'est vrai que quand on réfléchit à un livre, c'est un objet complexe, complet. Il faut déjà bien mesurer un petit peu, j'ai envie de dire, tout le projet, ce que ça implique, c'est-à-dire à qui ça s'adresse, quel format il va avoir, le nombre de pages, même si on n'en est pas encore là, c'est-à-dire le choix du papier, etc. Mais déjà, le sujet, l'angle, pour reprendre des termes journalistiques, et puis surtout, il faut d'abord penser un chemin de fer, donc ça c'est le terme technique qui va définir le nombre de pages, et puis la quantité de texte. Alors au début on peut mettre du faux texte, déjà pour se donner une idée aussi, et puis on va réfléchir, alors voilà, les pages d'introduction, l'avant-propos, est-ce qu'il y a une carte géographique, etc. Et après on déroule comme ça. Et ça va être notre fil conducteur, ça va être un peu la colonne vertébrale du livre. Ensuite, donc on peut, là on parle de livre photo éventuellement. Bien sûr, il va falloir gérer ses photos, faire son editing comme d'habitude. Est-ce que c'est un projet en noir et blanc, en couleur, les deux ? Donc tout ça, c'est des questions à réfléchir en amont. Là, on est vraiment que sur la partie, j'ai envie de dire contenu, mais le livre, c'est tout un environnement, et donc après, il va y avoir toute la partie fabrication, donc préparer les fichiers, les envoyer chez l'imprimeur,
transport, stockage, diffusion ou distribution, etc. Et donc là, c'est vrai qu'on va être dans des parcours complètement différents. On peut très bien faire un livre aujourd'hui avec des solutions de crowdfunding qui va être quasiment à la demande, c'est-à-dire si on a 500 livres commandés, on va faire imprimer 600 livres par exemple. Il va falloir choisir les procédés d'impression en fonction des quantités de livres, parce que si on veut de la qualité avec un certain nombre de tirages, on va être sur de l'offset. Aujourd'hui, l'impression numérique a aussi énormément gagné en qualité, donc on peut faire des choses très belles en étant sur des plus petits budgets avec des quantités moins importantes. Donc tout ça est à prendre en compte. Et puis après, il y a l'aspect édition qui est encore un autre niveau. Donc moi, pour expliquer un petit peu, mon premier livre, j'ai trouvé un éditeur donc qui l'a publié, ça s'est bien passé, etc. J'ai dû faire 40 ou 50 dédicaces dans l'année, j'étais partout, sur tous les salons, etc. Et puis l'éditeur a fait faillite, et j'ai dû racheter mon stock de livres auprès d'un liquidateur judiciaire. Je n'ai jamais rien touché, j'ai jamais été payé là-dessus. Donc c'était un travail de fou, mais qui m'a permis d'apprendre aussi comment ça se passait. Et il faut savoir que donc pour un photographe ou un auteur, ça se découpe de la manière suivante. Donc en gros, l'auteur ou le photographe va toucher 6% sur le prix hors taxe du livre. Ensuite, vous allez avoir l'éditeur qui va toucher une trentaine de pourcents. Vous allez avoir le diffuseur qui va toucher une trentaine de pourcents. Et enfin, le libraire. Donc faites bien vos calculs sur le prix de vente d'un livre. Si vous vendez 500 livres et qui coûte 20 € et que vous voyez ce que ça donne avec 6% hors taxe, sachant qu'en plus, une fois que vous avez signé un contrat d'édition, plus rien ne vous appartient. Vos photos, à la limite, vous pouvez pas forcément les réutiliser, ou alors ça va être dans un cadre bien précis, etc. La mise en page, vous aurez plus l'œil dessus. On va peut-être vous imposer un maquettiste, un auteur, etc. Donc on perd aussi la main. D'un autre côté, on n'a pas à payer toutes les étapes de fabrication comme l'impression, etc. On n'a pas à gérer tous les problèmes d'envoi, de trouver des clients, de diffusion, de distribution. Mais souvent, les gens font une confusion entre l'édition et la diffusion. Vous pouvez très bien avoir un éditeur qui édite vos livres, mais que le livre reste dans des cartons ou soit très mal référencé, et sans qu'il soit dans les librairies ou sur Amazon ou les plateformes internet partout en France. Et ça, c'est pas évident à appréhender au départ. Ouais, d'autant plus que le livre, c'est pas, on en a parlé plein de fois sur le podcast, notamment avec des photographes qui ont auto-édité aussi, qui disaient qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de livres photos auto-édités. Il y en a même beaucoup trop quelque part, parce que on sait plus quoi en faire, et puis les gens sont pas forcément intéressés en fait par acheter ces bouquins-là, et du coup les libraires, en fait c'est le cercle vicieux qui s'engage, c'est-à-dire que si les gens sont pas intéressés, le libraire est pas intéressé pour les mettre en rayon. Si les mettent en rayon, ça se vend pas. Et si ça se vend pas, personne ne gagne l'argent, voire, comme tu dis, des éditeurs peuvent couler. Et c'est vrai que c'est une activité qui est très précaire. Le prix du papier augmente tous les mois, quasiment. Enfin, c'est un peu hardcore comme domaine. Et dans ce cas-là, toi, tu réfléchis parce que tu m'as montré ici à Angers, là où tu es basé, les livres que tu as fait, et c'est incroyable la qualité que tu as mis dedans, et bravo. Ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui fait tout de A à Z et qui fait ça super bien, aussi bien dans la maquette, les photos, le choix du papier, on voit que tu aimes vraiment ça. Comment t'en es venu tu t'es formé pour ça, pour la partie auto-édition? En fait, donc suite à cette première mauvaise expérience, moi j'ai rencontré pas mal d'auteurs qui avaient eu des déboires avec des éditeurs sur différentes manifestations. Je suis allé à Francfort au Salon du Livre, je suis allé un peu à l'étranger voir comment ça se passait sur des salons, et la conclusion que j'en ai tirée, c'est je peux peut-être essayer d'éditer moi-même mes livres. Donc j'ai créé ma marque et ma structure qui s'appelle Fervel Édition.
Et j'avais un gros projet, donc, qui est mon livre, qui est mon 7e livre, qui s'appelle Vignerons de Loire, où j'ai décidé en fait de faire les portraits des vignerons en biodynamie et vin nature sur toute la Loire, c'est-à-dire de la Vendée à l'Auvergne, donc les 1006 km de la Loire. Et là, j'avais pas bien mesuré le temps que ça allait me prendre, les trajets, les frais, etc. C'est vrai que j'ai pas lâché, je voulais aller au bout. Et puis il y avait d'autres complexités, je voulais être à différentes saisons pour avoir des lumières différentes, des gestes dans la vigne différents. Il y avait aussi un autre problème, c'est que quand tu photographies par exemple des vignerons, qui est un peu mon mathématique de référence, très vite, tu vas avoir la photo lambda, on va dire, du vigneron avec le verre devant sa barrique dans la cave. Bon, ça c'est très bien, c'est quand on ne sait pas trop quoi faire. Mais moi, dans mon livre, j'ai 170 vignerons. Si je fais 170 fois cette photo-là, ça va un peu lasser les gens et puis il n'y aura pas trop d'intérêt. Donc il a fallu trouver d'autres pistes et ça demande de passer du temps avec les gens, de comprendre ce qu'ils font et de trouver des approches différentes. Donc il faut les connaître aussi un petit peu intimement, mais c'est ce qui me plaît moi dans le reportage, c'est d'aller sur place, c'est cette rencontre, c'est ce moment de découverte et à la fois il faut être très réceptif dans l'écoute pour comprendre ce que fait la personne et puis par moment, tac, il y a une magie qui s'opère et ça va nous donner des photos parfois incroyables. Donc c'est vrai que quand j'ai créé donc cette marque Ferval Édition, je me suis dit je vais faire mes livres et alors la difficulté donc justement quand on est éditeur entre guillemets, c'est d'avoir la diffusion derrière. On en a parlé tout à l'heure. Donc moi j'ai trouvé un diffuseur. Donc ça c'est encore un intermédiaire qui va vous prendre un pourcentage non négligeable sur le résultat, mais c'est lui qui va dispatcher tous vos livres. Donc il a un entrepôt pour expliquer les choses simplement. Il y a des représentants qui vont voir les libraires en amont, et donc les libraires précommandent le livre. Le livre il a un code barre, un ISBN. Il est enregistré à la Bibliothèque nationale de France et en fait il y a des plateformes et les libraires vont aller voir sur les plateformes et ils vont précommander en fait des livres. Et si jamais les livres ne sont pas vendus, c'est le diffuseur qui s'occupe aussi du retour de ces livres. À chaque fois, ça occasionne une gestion des frais, du stockage, des transports. Enfin, c'est un métier de logistique à part entière. Donc, on peut pas gérer ça tout seul, c'est impossible en fait. Moi, mon modèle économique, en fait, c'est de prévendre les livres. Là, en l'occurrence, les vignerons m'en ont tous acheté une certaine quantité. Comme ils étaient 170, j'ai dû en vendre à peu près 1600 ou 1700. C'est ça qui m'a permis de payer les frais d'impression uniquement. Donc déjà, je savais que j'étais à mon point zéro. Et ensuite, en parallèle, il y a les ventes aussi en librairie. Et moi, je continue aussi à faire des salons et à faire la promotion du livre. D'accord. Ouais, donc tu dois quand même t'intéresser à ces questions de logistique, même si le but c'est de t'en détacher en ayant un intermédiaire, mais tu dois quand même comprendre comment ça fonctionne pour ensuite trouver les bons acteurs, négocier aussi j'imagine, parce que tous prennent pas les mêmes pourcentages de commissions en fonction des éditeurs, en fonction des volumes. Là on rentre dans le commerce, c'est un univers à part, c'est presque de la grande distribution, c'est assez marrant. Comment tu l'as vécu ce passage-là? Tu t'es dit, tu l'as fait un peu à reculons ou au contraire t'as appris à apprécier un peu ce process? En fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas le choix, c'est-à-dire pour moi, ce que je me suis fixé comme objectif, d'être entre guillemets visible sur le circuit, donc en librairie, etc. Il n'y a pas le choix. Donc la difficulté pour un petit éditeur, c'est qu'un diffuseur accepte de vous distribuer. Et en fait, c'est vraiment basique, c'est-à-dire que lui, il va se dire, ok, si l'éditeur il fait tant de titres et que je peux gagner ma vie dessus, je travaille avec lui. Sinon, aucun intérêt. C'est aussi simple que ça. Pour reprendre l'exemple qui concerne le livre sur les vignerons de Loire, moi, je suis dans cette catégorie des livres de cuisine ou de gastronomie ou de vin. Il faut savoir que rien que sur cette catégorie-là, il y a 1000 publications en France par an.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quasiment 3 par jour. Donc quand le représentant de l'éditeur va chez le libraire, qu'il arrive avec ses 5 ou 6 feuilles A4 de référence, et que la libraire ou le libraire a un quart d'heure, et que lui dit voilà ce que j'ai comme titre, et donc évidemment on va prendre le grand chef étoilé qui passe à la télé parce que ça va se vendre, et il y a 2-3 références, mais tout le reste, s'il n'y a pas un intérêt, en fait il y a un turnover de fou. C'est-à-dire que le livre, quand il est chez le libraire, la semaine d'après, c'est fini. En fait, c'est un peu comme partout avec la règle des 80-20, c'est-à-dire qu'il va y avoir les 10%, allez, vous allez avoir les Welbeck, les Musso, les grosses têtes d'affiche, ou les Riyad Satouf en BD, ou peu importe. Ça, c'est ce qui va faire vendre le gros, et après, tous les autres derrière, ils en vivent pas, ils rament, et c'est très compliqué, parce qu'il y a tu l'as dit tout à l'heure, il y a une énorme quantité de livres qui sortent, et je crois que ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Est-ce que ça nécessite un livre? Combien il va coûter? Donc ça, c'est des vrais choix. Est-ce que je fais une petite publication? Est-ce qu'il a beaucoup de pages? Est-ce qu'il coûte cher? Est-ce que c'est couverture souple, couverture rigide? Il faut vraiment faire des calculs pour voir si ça va être rentable et si on va pas perdre d'argent, parce que c'est pas le but non plus. Et puis, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Il faut aussi identifier sa communauté. Il y a des gens qui sont très forts sur les réseaux sociaux, qui ont une grosse communauté, c'est important aussi. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ouais, il faut avoir une vision globale de comprendre qu'il y a un produit à vendre, et il faut savoir qui va l'acheter, comment acquérir ses clients, comment les convertir, comment leur vendre autre chose que le bouquin, peut-être des tirages, des workshops, des expériences, autre chose, pour rentabiliser le bouquin. Parce que c'est vrai qu'en bouquin, la plupart des photographes, je pense, qui nous écoutent, énormément veulent faire un bouquin parce que c'est prestigieux, parce que ça fait du bien aussi à l'ego, ça laisse une trace pour les prochaines générations, ça nous survit un livre. Ça met sur papier le meilleur, la quintessence de ce qu'on est capable de faire. C'est une carte de visite, c'est un portfolio plus quand on est face à des clients. C'est génial, mais tu l'as dit, ça coûte un bras à imprimer. Ça coûte un bras à produire aussi. Tu as parlé des frais, il y a plein de frais cachés en fait. On part en se disant c'est bon, les photos je les ai déjà, mais non, en général il va falloir aller reproduire, prendre des rendez-vous avec des gens, parfois des billets d'avion, des hôtels, des restaurants, des machins, et ça chiffre vite. Et derrière, ça veut dire qu'il faut gérer un peu sa compta, il faut se faire un peu accompagner aussi pour ça. Toi, quand tu as vécu ça étape par étape quand même, ou à un moment donné, tu t'es retrouvé face à un mur et tu t'es dit merde, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est allé progressivement parce que j'avais déjà réalisé des livres. Donc en fait, tout l'aspect, j'ai envie de dire, fabrication, conception, etc., ça, j'avais déjà cette maîtrise. Donc c'est vrai que bon, voilà, il faut y aller un peu étape par étape. Sinon, ça fait beaucoup de problèmes à gérer à la fois. J'avais un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. Et après, tu as très bien résumé tous les avantages du livre. Hein. C'est vrai que moi, en plus, les photos, on le sait bien, entre des photos sur un écran d'ordinateur qui sont à l'état, entre guillemets, de fichiers, tant qu'elles ne sont pas imprimées pour moi ou sur un support, elles n'existent pas vraiment, et de les voir matérialisées dans un livre, je trouve que l'objet livre, il est vraiment magnifique. Et alors c'est vrai qu'à côté, moi, je vends aussi des expositions photos. Ça peut être des tirages, ça peut être je l'envoie, c'est effectivement une carte de visite, mais il faut bien réfléchir effectivement à son positionnement, au coût, tu l'as dit, à la distribution, à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est un livre d'art? Est-ce que c'est de la photo? Est-ce qu'il va y avoir que de la photo? Est-ce qu'il y a des textes? Si jamais il y a des textes, s'il y a un auteur, il faut faire un contrat avec l'auteur, il faut le payer, donc il faut aussi être bien focus avec ça. Que va raconter le texte? Le texte, il est peut-être pas là pour décrire les photos, sinon ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, quelle va être la valeur ajoutée? Comment ça va fonctionner ensemble? Il y a vraiment, moi, je trouve que la complémentarité entre l'image et le texte, elle est très très intéressante. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est une vraie question à chaque fois de forme et de fond. Donc c'est passionnant, hein, sinon je le ferais pas. C'est chronophage, mais c'est vraiment passionnant. Je sais pas si ça te l'a fait aussi. Moi,
Moi, j'ai découvert qu'en faisant des livres photos et en faisant des magazines aussi, tu t'améliores en termes de cadrage photo aussi, tu t'améliores dans ta façon de raconter les histoires, de faire du storytelling, et même pas qu'en editing, mais aussi sur la prise de vue, parce que tu sais, tu connais la finalité de tes photos. Tu sais qu'elles vont finir en double page, qu'il faut une photo de couverture, qu'il faut une photo sur laquelle tu puisses écrire des titres, écrire des légendes, etc. Donc tu laisses de la place, tu essaies de trouver des contrastes, des couleurs, des machins. Ça te l'a fait ça aussi? Ouais, c'est vrai que moi, c'est ce qui me plaît dans le livre, c'est-à-dire on pense même quand on est sur le terrain et qu'on est en train de faire les photos, on se dit ah tiens celle-ci elle va être en double page, etc. Ou au contraire il nous manque une photo et là on se dit qu'est-ce que je vais mettre, je sais pas ce que je vais faire, etc. Et c'est cette liberté justement de pouvoir choisir son format, son cadrage, son papier. Moi j'ai un exemple tout bête, en fait les vignerons, je les prends en format donc à l'italienne, c'est-à-dire format paysage. Parce qu'ils sont dans la nature, dans leur environnement, etc. Quand j'ai fait le livre, pour moi, c'était évident qu'il devait être à l'italienne. Donc voilà, clairement, c'est un exemple de le fond, la forme, tiens, comment... Mais après, ça va plus loin, c'est-à-dire il faut penser au format, parce que si j'ai des envois postaux, ah là là, si ça dépasse, déjà en impression, ça va coûter plus cher, et puis les enveloppes, etc. Donc c'est un vrai process... En fait, il y a plusieurs métiers, donc c'est vrai que c'est ça qui est assez passionnant. Il y a le graphisme, il y a la direction artistique, il y a la typographie est très importante, il y a la fabrication, la chromie, etc. Je parle de ça, mais en fait, dans Photoshop, pour les gens qui travaillent l'image, il y a une option qui est couleur non imprimable. Et donc, il y a des gens qui savent pas ça, c'est-à-dire ce que vous voyez sur votre écran va pas être ce que vous voyez en print, puisque on est en RVB sur un écran et on est en CMJN en print. C'est tout bête, mais déjà là, il faut un petit peu faire attention à tout ça. Mais c'est vrai que c'est une liberté immense et d'avoir le choix comme ça de ses photos, de son cadrage, et puis surtout de dire tiens, je mets, moi clairement j'ai mis des petits vignerons qui avaient 2 hectares mais qui avaient du sens pour moi. Ben, si ça avait été un gros éditeur, peut-être qu'il m'aurait dit bah non, hors de question, il m'aurait envoyé sa liste. Enfin voilà, donc en fait c'est pas du tout la même approche. Ouais. Ouais, l'éditeur, il a son calendrier, il a son agenda, il y a aussi ce qu'on appelle des comités éditoriales dans les boîtes d'édition. Moi, je me rappelle quand j'ai édité mon livre chez Erol, j'ai pas eu le choix de ma couverture. C'est passé, j'ai fait plusieurs propositions. Enfin, c'est eux qui ont fait plusieurs propositions et après ils ont montré ça à un comité éditorial. D'ailleurs, la plupart étaient même pas photographes, ils connaissaient pas le sujet. Ils ont choisi ça parce que selon eux, au niveau marketing, ça vendrait mieux que d'autres trucs. Et au final, bon, je trouve que c'est pas mal, mais on aurait pu faire mieux. Et c'est vrai que quand tu es en auto-édition, c'est toi qui es maître de ça. Alors ça a aussi les inconvénients, faut aussi pas cacher aux gens que c'est quand même une putain de galère. Et tu dors pas beaucoup des fois sur les projets. Et qu'il faut aussi être capable d'avoir du bon goût, de t'entourer aussi de ton propre comité éditorial avec tes potes, avec les gens autour de toi, ou des gens des mentors, peut-être aussi des gens qui ont une expérience là-dedans. Et comment t'as fait toi justement pour te former, pour être bon là-dedans? Moi, j'avais toute cette expérience donc d'agence de communication où j'ai travaillé pour des clients. Donc, c'était très formateur d'avoir justement des contraintes, des cahiers des charges, des livres de commande. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je continue à faire les livres comme ça avec ma propre structure d'édition qui me plaisent. En parallèle, moi, j'essaye de trouver des livres de commande. Donc effectivement, où là, je vais faire en fonction du budget du client, de ce qu'il veut, etc. Je fais ce genre de choses. C'est aussi ce qui peut me faire vivre. Et à côté, je garde ma liberté pour des projets plus personnels, peut-être où je vais m'autoriser des choses un peu plus, moins commerciales ou que sais-je. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, l'œil s'affine, le cadrage, ça vient comme ça avec l'expérience. Tu t'entoures, tu fais des erreurs aussi. Tu te dis tiens, ah là là, moi j'ai un livre qui c'est une mauvaise expérience, ça s'est mal passé avec des auteurs, je vais pas rentrer dans les détails, mais le coup d'après, j'ai rédigé mes propres contrats
parce qu'en fait, il y a plein d'aspects auxquels j'avais pas pensé. Quand tu es plusieurs à partager les livres, tiens, il y a un auteur, etc. Comment on fait? C'est-à-dire, est-ce que chacun se partage le stock de livres? Est-ce qu'on se met d'accord sur qui paye les frais? Alors, les ventes, ça semble ok, l'impression, mais comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Et donc, s'il y en a un qui a l'impression de faire tout le travail, qui est sans arrêt en dédicace et sur les salons, au bout d'un moment, ça va poser des problèmes, en fait. Et si t'as pas anticipé ça, ça peut vraiment être une source d'ennui. Et il y a un autre aspect aussi qui peut être très frustrant, c'est quand le livre se vend pas, que tu te retrouves avec tes cartons dans ton salon, t'as pas envie de les détruire parce que, et en plus, faut repayer pour les envoyer au pilon. Donc, ça peut être un crève-cœur. Donc, faut vraiment faire attention de pas se tirer une balle dans le pied et que ça reste quelque chose qui soit quelque chose de beau et qu'on y prenne du plaisir. Il faut, voilà. Il y a beaucoup d'écueils, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que je me rappelle d'un échange que j'avais eu avec un auteur qui s'était auto-édité et qui en voulait un petit peu à son imprimeur parce que l'imprimeur lui avait vraiment fait comprendre que s'il tirait en dessous de 1000 exemplaires, ça servait à rien, quoi. Que le prix était trop élevé pour produire le livre. Et ce qui est vrai, c'est-à-dire que c'est une économie d'échelle. Plus tu tires, moins ça coûte cher à l'unité. Le problème, c'est que si tu tires 1000 exemplaires, tu fais 1000 fois 15 euros, t'as 15 000 euros à sortir. Et donc si t'en vends que pour 5 000 euros, tu te retrouves avec 10 000 euros de trou. Et en fait, lui, du coup, se retrouvait avec ses cartons, comme tu disais, dans le salon, sa femme qui gueulait un peu parce qu'elle avait un peu marre. Mais voilà, et ça, c'est un truc on l'imagine pas jusqu'au moment où on le vit. Et c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai, il faut faire attention à tout ça, mais je reste persuadé qu'il y a des solutions. Il faut bien faire un plan, comme tu disais, il y a du commercial, il y a du marketing, il y a de la stratégie, il y a pas mal d'aspects. Alors on peut aussi se faire aider, on n'est pas obligé de tout faire tout seul, on peut être une petite équipe, hein, confier le graphisme à quelqu'un qui va maîtriser ça, mais à chaque fois, ça peut engendrer évidemment des frais supplémentaires. Donc moi je m'en sors entre guillemets. Pourquoi? Parce que justement je fais toutes ces étapes-là, plus la photo, plus l'édition, et donc j'essaye de limiter au maximum les intermédiaires. Pour revenir sur l'imprimeur, moi par exemple, je vais au bon à rouler systématiquement. C'est pas possible. Je peux pas envoyer comme ça quelque chose dans l'espace là sans savoir ce qui va sortir. C'est pas possible. J'ai toujours été au bon à rouler. Le bon à rouler, si tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas. Oui, alors voilà. Donc traditionnellement, en fait, il y avait dans l'édition ou en graphisme, il y avait trois bons. Hein. Il y avait un bon à graver, un bon à tirer, un bon à rouler. Bon à graver, c'était sur le texte. Bon à tirer, c'était la maquette finale, le client donnait son accord et signait, tamponné, etc. On sortait à l'époque une épreuve, donc un chromalin, hein, ça pouvait s'appeler comme ça. Et puis le bon à rouler, c'est le moment où on va signer les feuilles chez l'imprimeur, parce qu'en fait, dès qu'on est sur des machines, donc en offset, il y a des rouleaux, des quantités d'ancrage, etc. Et il y a des feuilles, les premières feuilles qu'on appelle les feuilles de passe, etc. On fait des essais. Et vous pouvez vous retrouver avec des pages plus ou moins noires, plus ou moins rouges, plus ou moins... Si les visages sont trop rouges, c'est horrible. Donc il faut quand même... voilà, même si on a une sortie de contrôle. Et aujourd'hui, alors tout va plus vite, c'est formidable. Le mot magique, c'est PDF. Mais d'accord, on envoie le PDF. Très bien, déjà, est-ce que le PDF il a été bien réalisé? Parce qu'il y a énormément de points à vérifier normalement avec l'imprimeur, les profils colorimétriques, par exemple, ça c'est très technique, mais c'est très important. Et après, donc c'est vous qui êtes chez l'imprimeur et qui signez chacune des feuilles qui sortent pour valider l'impression en fait. Et donc c'est le seul moment où on a encore un contrôle. Sinon, le livre sort, il part, et puis si jamais il y a un problème, vous avez vos yeux pour pleurer. Donc, moi, je peux pas prendre ce risque-là. Donc, tu signes toutes les feuilles? Ouais. Je reste, je reste. Voilà. Je pars, même si c'est à l'étranger. Vous avez des imprimeurs. Je ne vais pas faire un procès aux éditeurs et aux imprimeurs. Hein, chacun son métier. Voilà, moi c'est parce que j'aime tous ces aspects-là que je le fais et que je m'en sens capable. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est un choix. Après, je dénigre pas du tout le travail des uns et des autres. Il y a des très bons imprimeurs, des très bons éditeurs.
il faut le souligner. Mais pour moi, c'est vrai que j'aime bien avoir la maîtrise, et donc je préfère le faire comme ça. Il y a plusieurs avantages à faire ça en plus pour les gens qui nous écoutent. C'est déjà, merci parce que ce que tu partages, il y a très peu de gens qui en parlent, même si on peut trouver des infos, mais c'est toujours très compliqué à droite à gauche de glaner les infos. Là, on a quelqu'un comme toi qui a sorti plusieurs livres, qui sait de quoi il parle, qui partage cette expérience, donc merci beaucoup. Et je vais rajouter un petit conseil, enfin, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas une autre externalité de ce que tu viens de dire, de le fait d'aller sur place chez l'imprimeur. Nous, on l'avait fait pour les livres para, un des premiers livres que j'ai fait en auto-édition. On était allé chez l'imprimeur, on avait signé les bons à rouler, mais on s'était servi de ce moment pour faire une vidéo de présentation du bouquin. Et on filmait les étapes de fabrication, donc la grande presse offset qui imprime 10 000 pages par heure, je sais plus combien, enfin c'est un truc énorme. Et on filmait l'encre, le papier, et au final on avait fait une vidéo dans le cadre du crowdfunding. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'on montrait aux financeurs du financement participatif, aux donateurs, les étapes. On leur montrait qu'on avait finalisé la couverture sur l'écran, on leur montrait chez l'imprimeur, on leur montrait l'arrivée des colis dans mon petit studio à l'époque. On avait filmé en time-lapse quand on mettait dans les enveloppes cartonnées un après l'autre les bouquins. Et quand ça partait à la poste, tu vois. Et en fait, les gens avaient l'impression de vivre l'aventure avec nous. Nous, les gens sentaient qu'on était fiers, que tu sais, je me filme en train d'ouvrir le premier carton, tu sors le livre du blister, c'est génial, tu vois, tu te sens heureux. Et enfin, t'es heureux, et les gens vivent ça avec toi. Et du coup, tu leur dis, il est encore possible d'en acheter des livres. Et là, les gens qui suivent, qui sentent l'émotion, ils achètent le bouquin parce qu'ils ont l'impression, quand ils ont ça dans leur bibliothèque, c'est pas le bouquin qu'ils ont acheté à la Fnac, tu vois, ou qu'ils ont acheté sur Amazon. C'est le bouquin, ils ont vraiment contribué à ça, ils ont vécu les étapes. Et la troisième externalité, c'est le fait que tu kiffes le moment aussi, parce que tu es avec des professionnels dans des endroits incroyables. Enfin, visiter une imprimerie, déjà, ça je le conseille à tous les photographes qui nous écoutent. Même si vous ne faites pas de livres, allez voir une imprimerie, une vraie imprimerie qui bosse. Et dans le podcast, on avait reçu justement mon imprimeur qui s'appelle Escourbiac, qui expliquait plein de choses justement sur la fabrication, sur la conception et tout. Mais allez voir ces gens, faites des devis, posez des questions, allez les voir sur des festivals. Je sais qu'ils sont à Arles par exemple, eux, mais il y en a aussi à Visa, il y en a un peu partout. Et c'est vachement bien comme moment. Alors c'est drôle parce que j'ai fait exactement la même chose que toi, c'est-à-dire j'ai filmé la sortie des pages du livre comme ça dans l'impression, et d'ailleurs c'est assez impressionnant, hein. C'était des grandes machines, Ça débite. des 8 couleurs là, Heidelberg qui coûtent 1 million d'euros, enfin c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment passionnant. Encore un autre aspect, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais auquel il faut faire très attention, c'est par exemple les relectures et les corrections. Parce que quand on fait tout seul comme ça, si jamais il reste une faute d'orthographe, alors il y a des coquilles, hein, souvent il peut y avoir des erreurs typographiques. En général, dans tous les livres, il y a des petites coquilles. Mais si jamais il y a la faute d'orthographe sur la couverture, vous pouvez tout mettre à la poubelle, enfin je veux dire, et voilà. Donc là, il faut absolument se faire aider par des personnes extérieures, etc. Donc c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'étapes et auxquelles il faut faire attention. Mais bon, là, moi j'avais un livre que j'avais envie de faire depuis longtemps, qui me tenait à cœur, parce que je suis allé en Chine pas mal de fois. Et je trouvais ça original. J'ai rencontré un photographe là-bas qui travaille en noir et blanc. Et moi, je travaille en couleur. Et je me suis dit, mais pourquoi faire tout le temps aller mon livre avec mes photos, mon travail. Bon, c'est intéressant, mais j'avais envie d'ouvrir et du coup de faire un dialogue entre nos deux regards, nos deux façons de voir, etc. Et donc j'ai fait un livre qui s'appelle Voyage photographique au cœur de la Chine, avec ce photographe qui s'appelle Denis Nidos, qui vit en Dordogne et qui a fait plusieurs livres auparavant. Et je voulais absolument que ce livre sorte cette année, parce que 2024, c'est l'année du 60e anniversaire de l'amitié France-Chine. Je pense que si j'étais allé voir un éditeur, tout le monde n'aurait même pas répondu, ou enfin ça n'intéresse personne, parce qu'ils vont se dire qui ça va intéresser, etc. Pour moi, ce livre, il a du sens. J'ai fait un petit tirage, mais derrière, je suis en train de préparer des expositions photos
en France et en Chine. Donc en fait, voilà, ça ouvre aussi des portes. J'ai rencontré un photographe chinois qui a édité un livre, qui a eu une commande du gouvernement, qui est parti dans toutes les provinces de Chine faire un livre sur les paysans. Je lui ai offert mon livre sur les vignerons. Tout de suite, on a matché ensemble, on s'est rendu compte qu'on utilisait le même type d'appareil photo, en lumière naturelle, enfin, etc. Jamais j'aurais pu rêver ou imaginer une connexion avant. Et en fait, le livre, moi, a vraiment changé ma vie. Il m'a ouvert des opportunités incroyables. Je pars à l'étranger, je rencontre d'autres auteurs, des chefs, des gens, je vois tous leurs projets, où ils en sont, on partage nos problématiques. Et moi, en fait, à chaque fois, ça me donne envie d'aller plus loin, d'aller ailleurs, d'aller plus haut, ah tiens, si je faisais ça, etc. Et donc, c'est assez génial. Ouais. Ouais, y a un côté qu'on n'imagine pas, qui est un côté créatif dans la gestion du projet d'un livre, parce que tu peux trouver de nouvelles façons de le promouvoir, de le construire, d'en parler, de le faire vivre dans le temps. Et c'est quelque part, t'as pas le choix, parce que quand t'as tes cartons chez toi, tu dois trouver une solution pour qu'ils disparaissent le plus vite possible. Et en même temps, tu sais que ça peut prendre du temps, et c'est pas grave au final, parce que moi, tu vois, j'ai eu le cas avec le livre Parent en question qu'on a réussi à épuiser sur 1500 exemplaires, et en fait, on a gardé un micro-stock, mais juste pour pouvoir les garder, quoi. Et en fait, à chaque fois que j'en vends un, ou que c'est un peu un crève-cœur, parce que je sais qu'après, il y en a plus, il faudrait réimprimer, mais par contre, réimprimer 1000 c'est encore une nouvelle histoire. Et à contrario, un livre où tu sais que tu as plusieurs centaines d'exemplaires chez toi, c'est chiant. Mais voilà, si tu arrives à te projeter, à te dire ça finira par partir, si tu arrives à aussi te donner les moyens de faire la communication. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as des petits tips à nous partager sur la vente, le marketing autour de ça? Alors moi, je pense que je suis pas très bon en marketing. Et en fait, il faut être bien conscient d'une chose, c'est passionnant, on l'a dit, mais vraiment, ça demande d'avoir beaucoup de compétences, ou en tout cas, faut vouloir gérer tout ça. C'est pas fait pour tout le monde. Donc il faut avoir plein de petites cases dans le cerveau. Faut pas devenir schizophrène. C'est quand même parfois un peu hop, on passe du téléphone au marketing. Il faut préparer des fiches, des trucs de résumé. Enfin, faut pas avoir peur des communiqués de presse, etc. Donc si on n'est pas à l'aise avec ça, clairement, je déconseille, il faut sous-traiter cette partie-là parce que voilà, le livre, tu l'as dit tout à l'heure, une fois qu'il est fini, en fait, malheureusement, c'est-à-dire, ça représente peut-être que 30-40% du travail. C'est après tout ce qu'il va y avoir derrière. Mais d'un autre côté, si on le vend pas et qu'on perd de l'argent et que ça devient un échec, une mauvaise expérience, c'est horrible. Donc, il faut absolument trouver les solutions, comme tu l'as dit, pour que ça soit, on le transforme en quelque chose de positif, qu'on puisse rebondir, passer au projet suivant, etc., etc., etc. Moi, j'ai pas de conseils à donner. Je suis moi-même en train de réfléchir tout le temps, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis très heureux d'avoir intégré le collectif DR, parce que pour le moment, j'ai pas encore rencontré tout le monde et entendu toutes les expériences, mais c'est énorme au niveau expérience individuelle. Tout le monde a des compétences différentes et on a tous énormément à s'apporter. Donc j'attends beaucoup de ça aussi. Ouais, trop cool. C'est vrai qu'au moment où on enregistre cet épisode, on va bientôt faire un séminaire en Bretagne à l'occasion du festival Photo Lagaceli, et on va se retrouver à quelques-uns, une petite dizaine dans cette belle maison pour travailler ensemble et réfléchir ensemble et faire des partages d'expériences, parce que il y a des gens qui se sont lancés dans l'auto-édition timidement, qui ont fait un premier projet, qui a plus ou moins fonctionné, les gens vont pouvoir faire et puis d'autres gens qui n'ont pas encore lancé de projet, qui aimeraient mais qui ont besoin un petit peu d'aide, d'accompagnement, et c'est un peu notre mission. D'ailleurs, tous les ans, on fait un livre collectif. Là, on arrive au 4e numéro, 4e opus. Et à chaque fois, c'est un livre qui accouche dans la douleur, parce que c'est compliqué de récupérer les photos de 60 photographes, ou parfois un peu moins, mais pour essayer de faire un projet collectif qui plaît à tout le monde et qui rapportera pas d'argent, mais par contre qui rapportera de la visibilité, puisqu'on l'envoie aux iconos, on le montre aux iconographes qui achètent des images derrière, et on a quand même pas mal de clients qui nous passent commande régulièrement maintenant, donc c'est cool. Et puis c'est un petit peu un sentiment d'accomplissement aussi pour certains qui trouvent pas de débouché pour leurs photos. C'est ça aussi, ça. J'ai l'impression que le livre vient souvent d'une douleur, d'une frustration de
de pas réussir à diffuser ses photos. Souvent, elles meurent sur un disque dur alors qu'on a vécu des choses incroyables pour les réaliser. Et les magazines en veulent pas. Les réseaux sociaux, c'est sympa, mais bon, on vit pas de like et même le like ne nourrit pas même l'intellect et l'ego. Et le livre correspond à ça, mais tu as raison, il faut faire gaffe au danger que ça peut être aussi. Alors oui, et en même temps, je reviens quand même sur ce côté passion, etc. Et tu viens de le dire d'ailleurs, c'est une opportunité incroyable pour un photographe, c'est-à-dire le sujet dont tout le monde se fout, tu sais que personne ne va te l'acheter, mais toi, t'es convaincu, ça t'éclate, c'est ta passion, c'est ton dada, tu fais ça depuis des années. Je dis n'importe quoi, ça peut être de la macro-photographie, j'ai aucune idée, ou des matières, peu importe, mais si ça a du sens, c'est vraiment une opportunité unique en fait de se faire plaisir et de dire je fais mon livre et je vais le montrer, je vais l'envoyer peut-être c'est une chance parce qu'après des gens vont le voir et vont se dire ah waouh tiens lui il fait ça ou elle fait ça, moi je crois beaucoup à ça, donc c'est quand même c'est aussi une façon de se positionner le livre. Moi j'ai des clients. Là, on revient à une partie un peu plus commerciale, mais peut-être des entreprises ou des clients institutionnels. Quand on voit des fois l'effort que ça demande d'aller vendre en reportage photo, les gens ne comprennent pas toujours, etc. Là, on arrive avec plusieurs livres, on dit voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Le livre, ça peut être à l'occasion d'un anniversaire d'entreprise, ça peut être plein de choses. Et du coup, l'objet, waouh, il va parler. En fait, là, tout de suite, ça raconte une histoire. Et on se dit, tiens, quitte à mettre du budget, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça pourrait, voilà, et on peut l'envoyer à des prospects, communiquer là-dessus, etc. Et il y a un autre aspect, c'est que même les entreprises ou les institutions, un livre, il a un prix de vente. Donc de toute façon, si on se débrouille bien et qu'on vend ce livre-là, on va retomber sur nos pieds en termes d'investissement et de budget. Et ça peut être quasiment un projet de communication qui coûte très peu cher. Et on va se retrouver avec un beau reportage photo. Les droits vont être cédés souvent, donc en tout cas en communication interne, l'entreprise va pouvoir utiliser les photos sur les réseaux sociaux, sur le print pour sa communication, etc. Le livre peut être une opportunité incroyable aussi. Donc moi je réfléchis aussi comme ça, c'est-à-dire quand j'arrive maintenant avec mes livres, je me positionne plus du tout. Ah bonjour, je viens vous voir. Est-ce que on a un peu l'impression de quémander parfois. Et ça peut être très désagréable. Et voilà. Et donc il faut aussi, quand on se vend, trouver sa valeur ajoutée. Ça, je trouve que c'est important. Si on est 50 à proposer la même chose, on va toujours vous dire que vous êtes trop cher. Par contre, si on peut amener une solution clé en main avec une vraie valeur ajoutée, là, l'argent n'est plus une question. Enfin, ça l'est, mais c'est moins important. Et moi, je veux pas être le moins cher ou le plus cher. Je veux être le mieux, comment je pourrais dire, le plus compétent, ou celui qu'on va choisir pour cette mission-là. Et même si c'est long, alors ça va être plus long, les projets sont plus chers, c'est plus compliqué, mais ça vaut le coup parce que au final, quand on décroche une belle commande, un beau livre à faire, c'est tellement satisfaisant. T'as dit le mot, c'est la valeur en fait. Quelle est la valeur que tu apportes aux gens ? C'est un peu une analogie que tout le monde pourrait comprendre, c'est tu es dans une rue, tu cherches un resto, et en gros, tu as le choix entre plein de restaurants. Imagine si t'avais un mec qui sort de son resto et qui essaie de quémander pour que tu viennes manger chez lui, tu vois. Mais s'il te plaît, viens manger chez nous, on baissera les prix. C'est pas ça qui te fera rentrer dans le resto. Peut-être même que ça va même te répulser, tu vois. Tu vas te dire, mais c'est bizarre quand même. En fait, c'est exactement ça. Quand on fait du démarchage en tant que photographe, il faut sortir de l'idée de se dire, les gens sont pas là pour nous faire plaisir ou vont pas nous acheter des photos pour nous faire plaisir ou parce qu'on a demandé. Il faut voir pourquoi les gens achèteraient en fait. Pourquoi, c'est quoi la valeur qu'on apporte et t'as raison, c'est super que tu parles de livres de commande parce qu'on s'imagine pas que derrière, pour une boîte, c'est un putain d'argument. C'est des cadeaux de Noël faciles à faire plutôt que d'acheter des goodies à la con. Ça crée une vraie marque, ça implante encore mieux la marque dans le temps, ça donne une aura artistique autour d'une boîte qui parfois a besoin un petit peu sans tomber dans le greenwashing, mais juste de côté un peu prestige quoi derrière aussi, et le fait d'amener des arguments en disant tu maîtrises la production, tu fais bosser des imprimeurs
qualitatifs, qui ont peut-être eux aussi, tu te sers de leur réseau à eux. Si tu vois, l'imprimeur, il a bossé pour Dior, etc., ben, c'est comme si tu devenais presque Dior, tu vois, ça qui est marrant. Et il y a plein de... Ouais, c'est une réflexion à avoir, quoi. Et puis toutes les rencontres autour qui sont absolument passionnantes. Quand tu, par exemple, tu cherches un auteur, puisque moi j'écris pas les textes, en tout cas pour les livres, ben je trouve ça génial tiens, mes photos elles vont matcher. J'ai rencontré l'autrice de mon livre Lumière d'édicte là sur une île en Bretagne. Elle a animé des ateliers d'écriture et en fait je lui ai dit mais moi je rêve de faire un livre. Par contre je sais pas du tout quoi écrire. Et j'ai lu ses textes, j'ai dit écoute c'est ce que tu fais ça me plaît beaucoup. Et je lui ai laissé carte blanche et j'adore ces textes et le livre est né comme ça. Donc ça ouvre vraiment plein de possibles et c'est ça qui me plaît en fait. Voilà, c'est un voyage déjà avant même Et puis il y a encore un autre aspect derrière, c'est que il y a la communication. Tout ce que ce livre il peut se retrouver à avoir des prix, à être sur des festivals, à avoir des articles de presse. Donc ça va encore générer d'autres opportunités. Et on pense pas forcément à ça au départ non plus. Ah, c'est clair. Écoute, merci pour tous ces conseils. Je trouve que c'est super enrichissant. Je pense que les gens qui n'étaient pas encore trop motivés à se lancer dans l'aventure pourraient l'être. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager sur ça justement? Peut-être tu as en face de toi un photographe qui doute, qui est pas sûr de son coup, qui a compris quand même que c'était source de frustration potentielle aussi, se lancer dans un projet comme ça. Tu lui dirais quoi? Alors, il y a deux choses. Moi, je suis plutôt d'un naturel prudent et pragmatique. Je pense qu'effectivement, il faut pas se saborder. Donc, il faut pas vouloir aller tout feu tout flamme et se dire ah bah super, je vais imprimer tant de livres, etc. Non, il faut vraiment réfléchir à la finalité du livre. Ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Aux moyens de le diffuser ou pas, aux quantités, aux coûts. Plus on aura anticipé tous ces aspects-là, plus on va pouvoir être libre avant dans le choix, dans les coûts. Enfin, il faut vraiment faire une analyse, comme on l'a dit, à la fois stratégique, un peu commercial, marketing, etc. C'est ce qui va nous rendre plus libres pour justement toute la partie créative, parce qu'il faut que ça reste un plaisir, une passion, etc. Et en même temps, j'ai envie de dire, lancez-vous. Faites-vous plaisir, voilà. Mais il faut pas que ça devienne une mauvaise expérience. Il faut mettre toutes les chances de son côté pour que ça reste une bonne expérience. Et puis surtout derrière, c'est quand même le livre, c'est le partage. C'est-à-dire, il va être lu, il va être voilà. Et quand après vous avez le retour des gens, ah le livre, il est super. C'est incroyable. Enfin c'est parce que c'est aussi la finalité, comme tu l'as dit, la photo, si elle reste sur l'ordinateur, sur le disque dur et que personne la voit, c'est dommage, quoi. On rêve tous d'avoir des grands tirages d'expos dans des galeries ou utilisés pour des campagnes de pub ou que sais-je. Donc le livre, ben, je trouve que ça répond déjà, voilà, c'est un premier pas dans cette direction-là. Ah, c'est clair. Écoute, merci Jean-Yves. On renvoie les gens sur ton site internet. Ouais, donc The Wine Archivist, hein, parce que je me suis un petit peu .com, je me suis un petit peu spécialisé sur les vignerons. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par, je l'ai pas dit, mais j'ai commencé par photographier des ceps de vigne dans les vignes en noir et blanc, où je voyais des créatures. Et puis j'ai gagné un premier prix photo, ça devait être en 2012, Bourse du Talent. Et j'ai jamais quitté les vignes et les vignerons. J'ai rencontré le monde des vignerons nature. Ils ont des parcours passionnants, c'est des personnages, ils ont des gueules. Donc je suis tombé amoureux moi de cet univers-là. J'ai aussi découvert, je pense, comment je pourrais dire, ma distance, mon propos, mon regard, ma focale, ma façon de travailler avec eux. Donc ça a finalement déclenché plein de choses. Du coup, après, la presse me commande aussi maintenant des reportages régulièrement parce qu'ils savent que j'ai une base conséquente sur les vignerons en France et en Europe. Et c'est un travail que je continue en parallèle de mes autres projets que je vais faire sur le long terme. Donc là, j'ai fait Vigneron de Loire et en fait, je pourrais le décliner dans toutes les régions de France. Mais ça demande énormément de temps, donc c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Est-ce qu'il faut faire des livres ou pas? La question reste ouverte. Ouais, carrément.
Écoute, merci. Et puis on retrouve Merci aussi à ton toi. travail sur le site du collectif DR, du coup, parce que tu fais partie des photographes qui sont diffusés par cette agence. Et donc, merci pour ta confiance. Et à bientôt. Merci beaucoup, Fred. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité et pourquoi pas faire de l'auto-édition, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.